Les amis, en Suisse, on dit on change pas un système qui marche. Et quand on visite le pays, l'un de ses charmes, c'est voir des fois ces machines, par exemple sur le lac Léman, on voit ces anciens bateaux avec des roues à aubes et qui sont toujours là, bien maintenus, brillants, fonctionnels, avec des touristes dedans. Ces téléphériques, ces bus des fois, ces trolleys d'un autre temps. Ces avions parfois. Et aujourd'hui, on va parler d'avions. On va parler de la compagnie IUR. La compagnie IUR est basée à Dubendorf. C'est un petit aéroport militaire près de Zurich. Et elle opère des avions qui appartiennent à l'armée suisse. L'armée suisse ne les utilise plus. On va parler de Junkers. Alors, ces avions de type Junkers avait été fabriqué durant la Deuxième Guerre mondiale. L'exemplaire dont il s'agira aujourd'hui a même été fabriqué en 1939. Alors, le Junkers 52, quand il a été fabriqué, il a été pensé avec un seul moteur. La compagnie allemande avait initié, elle était la première à fabriquer des avions selon une technique révolutionnaire à l'époque, c'est-à-dire que à une époque où les gens fabriquaient les avions avec du bois et de la toile, eux, ils utilisaient le métal. Donc, ils ont un châssis avec des tubes en aluminium et en acier, et par-dessus, on le recouvre avec de la duralumine. Alors, le duralumine, c'est un alliage d'aluminium et de cuivre, et puis, il était ondulé. Pour le renforcer, il était ondulé, et donc riveté sur la coque de ces avions. Ça faisait des avions très durables, très solides, mais particulièrement lourds. Les Junkers 52, les premiers prototypes, étaient tellement sous-motorisés que je suis même pas convaincu qu'il y en ait un qui a volé. L'affaire, le projet revient dans le bureau d'études et les techniciens ou les ingénieurs allemands décident donc de revoir leur copie en termes de motorisation. Et ils vont faire quoi? Ils vont sortir les Junkers 52-3M, les Junkers 52-3, 3 Motoren. In fact, 3 moteurs. Ça veut dire que cet avion qui était censé voler avec un seul moteur, une fois qu'ils ont bien regardé, ils se sont dit, il en faudrait peut-être 3 pour qu'ils tiennent en l'air. Et la réalité, c'est que les Junkers 52-3 Motoren tenaient à peine en l'air. Sa puissance spécifique était inférieure à celle d'un Cessna 152. Ça veut dire quand on comparait le poids de l'avion extrêmement lourd, cette carcasse en métal, à la puissance fournie par les moteurs, on était en dessous du Cessna 152 d'Aéroclub. Pour tout vous dire, on était même en dessous du Piper Super Cub. Piper Super Cub, c'est pratiquement ce qui se fait en termes de puissance, c'est ce qui est de moins puissant de nos jours. Le Junkers 52-3M était extrêmement sous-motorisé. Il volait à peine. 1939, la guerre commence, Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'avions sont fabriqués, des milliers d'exemplaires, plus de 5000 exemplaires de cet avion sont fabriqués, et le projet s'arrête net, bien sûr, en 1945. De nombreux exemplaires vont continuer à voler, dans un certain nombre chez l'armée suisse. Cet avion en particulier a été immatriculé, si on regarde l'immatriculation militaire, c'était A Alpha 702. Plus tard, pour qu'il puisse aller à l'étranger, où on va le voir en Allemagne, on va le voir même aux États-Unis, il y a des photos de lui survolant Manhattan, survolant le Groenland, eh ben, il va doter d'une immatriculation civile, Hôtel Bravo, HB, HBHOT, HB Hot. 1982, l'armée suisse passe un certain nombre de Junkers 4, les passe à une association qui va les exploiter, surtout durant l'été. Alors, durant l'été, ils organisaient des sorties. Donc ça faisait soit des tours de piste avec des touristes, soit des petits tours au-dessus des Alpes. Ils décollent, vont faire un petit tour au-dessus de la montagne et puis ils reviennent. Et puis, le vol qui nous intéresse aujourd'hui avait commencé
le 3 août 2018. Donc nous sommes très très longtemps après que cet avion soit sorti d'usine en 1939. Il faut savoir une chose, les avions, c'est un petit peu comme les voitures, c'est un peu comme tout le reste. La performance qui est indiquée en sortie d'usine, il y a peu de chances qu'elle soit toujours là 70 ans plus tard. C'est généralement pas possible. Prenez une voiture, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin, on n'a pas besoin d'aller en 39. Prenez une voiture, même qui date de 1985. A-t-elle la même puissance, la même accélération, la même performance, la même reprise? Non, pas vraiment en fait. Elle se dégrade. Les avions, c'est pareil. C'est un petit peu le problème de l'âge du capitaine. Donc le Junkers C-2 n'était plus ce qu'il était. Cet appareil, pour que cette histoire soit complète, le A702, on va le voir dans un film des années 60, Quand les aigles attaquent, un film avec Clint Eastwood et Richard Burton. Dans ce film qui commence justement la scène d'ouverture, on voit le générique et on voit arriver vers l'écran un Junkers C-2. Ce Junkers, après on le voit voler dans les montagnes. Il vole très dangereusement ce Junkers. Il y a des images réelles de cet appareil, on le voit frôler les montagnes. Il y a des images suggérées qui sont des grands plans. On a l'impression que c'est filmé depuis l'avion, alors qu'en réalité, probablement, c'est filmé depuis un autre appareil, ou même depuis un hélicoptère, ou tout autre dispositif cinématographique. En tout cas, ça donne l'impression que l'appareil vole au ras des montagnes, qu'il passe entre des sommets, qu'il est des fois à quelques dizaines de mètres, que les trains d'atterrissage frôlent la neige, littéralement. Les pilotes qui avaient, durant cette excursion, du 3 et du 4 août 2018, avaient la soixantaine. Il est certain que ce film était ou faisait partie de leurs références cinématographiques. Il est même possible que l'esprit de ce film flottait peut-être sur cet avion. Ça veut dire que si durant ce film, les aigles attaquent, cet avion pouvait voler de cette manière, c'est qu'on pouvait le faire voler de cette manière-là dans la réalité de tous les jours en 2018. Ils embarquent des touristes au nombre de 17. On a dans l'avion 2 pilotes, on a une hôtesse de l'air et on a 17 passagers. Des touristes avec des caméras, téléphones et films, ils sont là pour l'expérience de leur vie. Ils décollent d'Ubendorf, le 3, n'est-ce pas, c'est un vendredi, descendent vers le sud, vers Locarno. Locarno qui se trouve sur le lac Majeur. C'est un lac tout en longueur qui sépare, qui est entre la Suisse, dite italienne ou italophone, et il descend, n'est-ce pas, vers l'Italie. Il y a un clip de Mort Schumann, on le voit chanter au sujet du lac Majeur, et derrière lui se profilent les montagnes qui sont, pour tout aviateur, inquiétantes. Autant elles sont magnifiques à regarder pour le touriste à pied, pour même peut-être le snowboarder aguerri ou le skieur aguerri. Mais pour l'aviateur, c'est quand même des montagnes de très mauvais augure. L'avion, je disais, atterrit à Locarno le vendredi, et puis le lendemain, après qu'ils aient passé la nuit sur place, les touristes reviennent à l'aéroport sur les coups de 15 heures, les pilotes sont là, tout le monde embarque pour revenir à Dubendorf. Nous sommes le samedi 4 août, l'après-midi. Ces pilotes de la compagnie UR, qui était une association plutôt, une association qui maintenait l'héritage aérien helvétique, en particulier avec 4 avions de type Junkers C-2. Je disais, cette association avait de nombreux pilotes qui travaillaient, il y avait beaucoup de volontaires également. Ces pilotes avaient développé quelque chose dans leur attitude d'assez funeste.
Nous ne parlons pas d'incompétence ici. Ces gens étaient compétents. Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était pour de nombreux des pilotes dans le civil, ou c'était des pilotes militaires. Comme les pilotes qui nous intéressent ce jour-là, les deux étaient des pilotes militaires avec une expérience plus qu'extensive à voler dans les Alpes suisses. Ils les connaissaient comme leur poche. L'un des pilotes était même instructeur. C'est lui qui expliquait aux pilotes, aux jeunes pilotes, comment voler dans les Alpes. Il insistait sur l'altitude de sécurité. Il fallait voler le plus haut possible. Il insistait que il fallait voler tactiquement. Quand on s'approche d'une crête, on s'en approche jamais à 90 degrés. Pourquoi ? Parce que si on doit faire demi-tour, c'est très compliqué. Alors on s'en approche à 45 degrés, comme ça, on laisse ses options ouvertes. Et s'il le faut, on peut tourner et partir. C'est lui qui expliquait que lorsqu'on rentre dans un bassin, dans un cirque entouré de montagnes, entouré de reliefs, on rentre pas au milieu. On rentre plutôt sur le côté droit. On reste à une distance respectable des rochers, mais on est relativement à droite quand même. Ce qui permet, si jamais on ne peut pas sortir, de pouvoir faire demi-tour. Parce que si on est au milieu, on n'a plus d'espace pour faire demi-tour. C'est lui qui expliquait donc ce genre de choses jusqu'à littéralement la veille de sa mort. Il était instructeur et il expliquait justement ce genre de concept aux pilotes. Mais il a pensé à un moment donné, parce que une culture s'est développée dans cette organisation, que ça ne s'appliquait pas à lui. Et en particulier parce que il y a quelque chose qui a été remarqué par les enquêteurs, c'est que les pilotes qui avaient de cette organisation, qui avaient une expérience militaire, avaient tendance à commettre plus de violations que les autres. Mais encore, les pilotes qui étaient ce jour-là, commandants de bord et copilotes, de manière particulière, semblaient commettre encore plus de violations que les autres. Et je vous rajoute la cerise sur le gâteau, c'est que lorsqu'ils étaient ensemble, les violations allaient au plafond. Ça veut dire que c'était une équipe maudite, une équipe d'enfer. Ces gens-là, quand ils étaient ensemble, les vols étaient de tous les dangers. D'ailleurs, le mois avant le drame 6 juin, ils ont survolé la ville de Munich à 120 mètres de hauteur. Ils ont fait du Rasmot au-dessus de la ville de Munich. Les Allemands se sont fâchés. Ils avaient envoyé une lettre demandant à l'association de fournir le nom du pilote qui était aux commandes du HB Hot ce jour-là. Tracé radar joint à la lettre, l'association communique le nom du pilote, son adresse, il reçoit une lettre à domicile. Les Allemands lui donnaient jusqu'au 22 août 2018 pour s'expliquer sur ce qu'il avait fait ce jour-là. Les enquêteurs, je disais, ont retracé en utilisant les radars très nombreux dans la région. Ils ont utilisé des tracés radars pour remonter des jours, des semaines, des mois avant l'accident, avant ce jour fatidique du 4 août 2018. Et ce qu'ils vont trouver est absolument ahurissant. Ils vont trouver que cet avion volé, cet avion et les autres, ils en avaient 4 en tout, ces Junkers 52, volaient systématiquement de manière dangereuse, en respectant strictement aucune règle fondamentale, basique, de bon sens et de prudence. Au milieu des montagnes, ils rentraient très souvent dans des cuvettes, dans des cirques fermés. Ils volaient au milieu du cirque, ils volaient de manière à ce qu'il n'ait plus de possibilité de faire demi-tour. Ils volaient très bas. Par un moment, il y a le tracé radar qui montre qu'il descendait jusqu'à 9 mètres au-dessus des crêtes. Ça veut dire qu'ils volaient en Rasmot dans les Alpes suisses. Il y a même une image où on voit que le tracé radar se confond avec la montagne, où le radar a l'impression que l'avion était tellement bas que le radar a l'impression qu'il a traversé la montagne de part en part.
Il y a également un non-respect des conditions météorologiques. On les voit, à un moment donné, des images fournies par le public montrent un de ces trimoteurs volant près d'un sommet montagneux, mais littéralement dans les nuages, et puis passant à une distance extrêmement proche des rochers et en partie dans les nuages. Il volait à tombeau ouvert. Je vous rajoute encore un détail qui vaut son pesant d'or, c'est que le Junkers 52, comme il était sous-motorisé, et qu'en plus ces moteurs, vu leur âge, ne délivraient plus leur puissance nominale, ils n'étaient plus en 1939, leur puissance était bien amoindrie par rapport à leur sortie d'usine. Eh bien, le Junkers 52, une fois qu'il était à peu près à 3000 mètres d'altitude, qui était à peu près l'altitude auquel il devait évoluer dans les Alpes, il n'avait, en termes de réserve de montée, il ne pouvait monter qu'à peu près 100 à 200, 300 pieds par minute, au maximum. 100 pieds par minute, c'est rien du tout. Mieux encore, au-dessus de 2500 mètres, si jamais il perdait un moteur, si un moteur tombait en panne, le Junkers 52 n'avait plus aucun choix que de descendre. Il commencerait à descendre. Il ne pouvait pas stabiliser son vol en dessous de 2500, au-dessus de 2500 mètres. Néanmoins, les pilotes rentraient dans des zones montagneuses, se laissaient entourer de sommets qui étaient plus élevés que leur altitude, alors qu'ils étaient vers les 3000 mètres, et ils s'étaient mis à de nombreuses reprises dans des situations où si un moteur était tombé en panne, ils n'auraient eu plus qu'aucun choix que de descendre et de choisir l'endroit où ils allaient se fracasser contre les rochers. Les pannes moteurs étaient fréquentes dans cette compagnie. Ils en ont eu plus de 18 dans les années précédant cet accident. Ces moteurs fabriqués, des 9 cylindres en étoile fabriqués par BMW, n'étaient plus tout récents. En plus, BMW avait recommandé à l'époque de faire, quand ils avaient construit, vendu et développé, qu'il fallait refaire ces moteurs, les réviser toutes les 200 à 300 heures de vol. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un témoignage que ces moteurs avaient tendance quand même à se dégrader assez rapidement. L'Office fédéral de l'aviation civile suisse avait autorisé la compagnie UR à les réviser tous les 1500 heures de vol. Un fonctionnaire avait multiplié par 5, avait décidé que 300 heures de vol, c'est pas beaucoup, je vais y aller à 1500. Les pièces étaient introuvables pour ces engins-là. Les pièces étaient réparées, étaient ramenées comme ça, tombées du camion, ramenées d'endroits et de fabricants qui n'étaient pas nécessairement approuvés. Et là, on retrouve un petit peu le danger qu'il y a en Suisse, parce que si on compare la Suisse par certains aspects, c'est un pays qui, en termes de procédure, peut être aussi dangereux que le Congo-Brazzaville. Néanmoins, sous des aspects beaucoup plus civilisés, qui sont trompeurs. Si on est en Afrique et on voit quelqu'un sortir d'un hangar Junkers 52, on va lui dire, écoute, frère, t'es en train de déconner, laisse cet avion, c'est un truc dangereux, il va se casser la gueule, t'es fou ou quoi, tu vas t'écraser. Alors qu'en Suisse, on va prendre des selfies avec, on achète des billets, puis on monte dedans, et puis on écrit des textos à sa famille. Vous voyez, c'est pas la même approche. Alors qu'en réalité, tout était foireux dans cette organisation. Tout était foireux. Par exemple, un autre exemple sur le plan réglementaire, l'Office fédéral de l'aviation civile avait classé la compagnie UR en tant que compagnie aérienne normale, générale, un petit peu comme Suisse, comme Air France ou British Airways. Alors que dans la réglementation suisse et européenne, il y a une catégorie avion historique. Ils n'étaient pas sous la catégorie avion historique. Ils étaient sous la catégorie générale, dans la même catégorie que des compagnies qui exploiteraient un Airbus A319 ou un Boeing 737. De sorte que les inspecteurs de l'OFAC, quand ils arrivaient pour contrôler cette compagnie, ils comprenaient rien.
Eux, ils n'ont pas l'habitude de ce genre d'avion. Donc, ils venaient regarder, vérifier que les procédures existaient, mais ils ne vérifiaient jamais que les procédures étaient appliquées et respectées. Ils se basaient sur l'existence des procédures et ils validaient, ils partaient. Les contrôleurs, les pilotes, les chefs pilotes et les examinateurs qui devaient contrôler les pilotes ne faisaient pas leur travail non plus. Par exemple, le pilote qui s'est écrasé le 4 août, il avait été contrôlé, il avait eu un check ride, il avait volé avec un instructeur pour valider sa qualification, n'est-ce pas? Valider sa licence. Il a volé sur le Junkers Second 2, il a fait du RASMOD dans les montagnes, il a pris des trajectoires de ouf qui avaient été retrouvées par la suite au radar, parce que les radars enregistrent tout. Et puis le chef pilote va écrire sur les observations que trajectoire parfaitement maîtrisée, choix très judicieux, performance globale du pilote au-dessus des standards. Donc en fait, il y avait une sorte de culture où on s'était embourgeoisé dans la déviance. Il y avait une normalisation complète de la déviance et cette histoire ne pouvait que se terminer en drame. Le drame a eu lieu le 4 août 2018, je disais, mais il aurait pu arriver en septembre 2018, en 2019, il aurait pu arriver hier. C'était un drame qui était écrit. Par la suite, sur qui il allait tomber, hein, ça, c'est autre chose. Ça, on peut pas prévoir. En tout cas, les gens qui sont embarqués dans cette aventure, les consommateurs, on a du mal pour eux parce que ils n'ont aucun moyen de savoir dans quel guêpier ils se mettent, dans quelle situation dangereuse ils sont en train de se mettre. Ils réalisent pas qu'ils sont dans un piège mortel qui attend juste un jour ou l'autre de se refermer sur des victimes. L'appareil, donc je disais, quitte Locarno, remonte vers les Alpes. Les pilotes décident de choisir par rapport à la veille une trajectoire un petit peu plus à l'est pour montrer aux gens différents endroits des Alpes. Et à un moment donné, ils commencent, arrivant vers une sorte de cuvette, ils commencent à descendre dans la cuvette. Et pourquoi ils descendent dans cette cuvette? C'est pour montrer au niveau de leur aile gauche, c'est pour montrer aux passagers un endroit qu'on appelle Martin Loch. Le Martin Loch, c'est une formation géologique, en fait, c'est simplement un trou dans la montagne. Il y a une paroi rocheuse, et au milieu, il y a une sorte de trou, il y a une pierre qui manque, qui s'est effondrée il y a peut-être des millions d'années. Et en fait, à certaines périodes de l'année, on voit le soleil à travers et tout ça. Bon, c'est un intérêt, on va dire, bon, on se réveille pas à 3 heures du matin non plus, mais c'est intéressant à voir une fois dans sa vie, puis prendre une photo et dire j'étais là. Commence à descendre dans cette cuvette. On est dans le canton des Grisons. Il y a face à eux un col qui remonte bien au-dessus de leur altitude. Ils volent au milieu de la vallée, alors que dans les vallées, généralement, il y a une circulation à droite. Hein. On reste proche d'une paroi, idéalement de la paroi à sa droite. Et comme ça, on peut faire demi-tour si jamais ça se passe mal. Eux, ils volent au milieu. Donc, il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Et ce n'était pas la première fois. C'était une violation habituelle. Pas moyen de faire demi-tour. Leur seule sortie était une sortie qui située un petit peu à droite de cette cuvette qu'ils avaient empruntée quelques fois dans le passé. Le problème, c'est que quand ils rentrent là-dedans, ils ont une vitesse qui est à peu près 44% au-dessus de la vitesse de décrochage, mais ils sont trop bas et cette vitesse-là ne va pas suffire pour les protéger contre les courants rabattants. Il y a des courants qui descendent de la montagne et ces courants-là, en ce moment, il a été calculé qu'ils avaient à peu près une vitesse de descente de l'ordre de 1000 pieds par minute. Comment faire? Comment répondre à un courant qui descend à 1000 pieds par minute quand on a un avion qui peut monter à 100, voire 300 pieds par minute au maximum? Il n'y a pas moyen. L'avion n'aura qu'un seul choix. Il va commencer à descendre. Et c'est ce qui va se passer. L'avion commence à descendre. Et en fait,
les images ont été analysées, les photos et les vidéos prises par les passagers. D'ailleurs, les passagers, leur téléphone et tout était éclaté. Il a fallu faire appel au BEA français qui est très bon à ces choses-là. Ils ont utilisé donc des méthodes de restauration d'électronique au microscope et tout ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont restauré une partie, en tout cas, des mémoires, et ils ont pu trouver des vidéos et des photos. Ce qu'on constate, c'est que ça c'est mon avion, ou bien ça c'est peut-être mon avion, quoique hein, c'est pas vraiment ce type d'avion hein, dont il s'agit, mais on se comprend, c'est un avion. Ce qu'il constate, c'est qu'on a notre avion, ça c'est l'avion, et cette chose-là que vous voyez ici représente la trajectoire de l'avion. D'accord? Donc, ce qu'on constate à un moment donné, c'est que l'angle entre la trajectoire et l'assiette de l'avion est en train de s'ouvrir de plus en plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a l'avion qui est cabré de 11 degrés. L'avion est cabré de 11 degrés, alors que sa trajectoire elle est 10 degrés vers le bas. Ça signifie, en fait, il est en train de faire ça. OK? Donc, l'avion est en train de faire ça. Donc, tout en restant cabré, il est en train de descendre. Donc, en réalité, quand les courants descendants arrivent sur le pilote fait quoi? Il tire un peu sur le manche de manière à compenser parce qu'il sent qu'il est en train de s'enfoncer. L'avion se cabre, commence à perdre de la vitesse, mais il perd aussi de l'altitude. Donc, on est dans une situation, comme on dirait chez Airbus, de low energy, faible énergie. Comment s'en sortir? À un moment donné, il commence à braquer, donc il commence à virer à gauche pour essayer d'aller vers la sortie. Hein, la sortie, elle est quelque part là. Ok. Sauf que leur avion est en train de tomber tout en étant cabré, en train de perdre de la vitesse. Et c'est à ce moment-là que choisit l'aile gauche pour décrocher. Ça veut dire que on voit une photo. Si on regarde les photos prises par les passagers, on voit une première photo où on a le Martin Law sur l'aile gauche. D'accord? On le voit sur l'aile gauche. Et quand cette photo est prise, les gens, il leur reste quelques secondes à vivre. Quelques secondes plus tard, on voit l'avion qui est incliné. On voit le Martin Law relativement par rapport à la fenêtre, par rapport au champ de vision. Il est plus haut cette fois-ci. L'avion est incliné, bien incliné. Il ne reviendra jamais de cette inclinaison. C'est le dernier virage qu'il fera. L'avion est incliné. Et en fait, au moment où le pilote tente de redresser, que fait l'aile? Elle s'enfonce encore. Qu'est-ce qu'il fait le pilote? Il braque à gauche. Il braque dans le sens du virage. Il a fait le bon geste. Ça prouve quelque part que c'était des très bons pilotes. On n'est pas dans un cas d'ignorance, mes amis, parce que, regardez, quand un avion décroche, quand une aile décroche, ce genre d'avion, ces vieux appareils, ils pouvaient décrocher de manière asymétrique. Une aile décroche avant l'autre. Donc l'aile gauche décroche. On est en virage, et souvent, quand on est très marginal aérodynamiquement parlant, l'aile à l'intérieur du virage a tendance à décrocher. Elle fait quoi? Elle tombe. Le truc, c'est que si on tente de la rattraper avec les ailerons, si on braque dans l'autre sens, on va faire ça. On va juste aggraver la situation. Pourquoi? Parce que on a une aile qui est déjà en train de tomber. Si on braque dans l'autre sens, on va baisser les ailerons. Techniquement, on va augmenter l'incidence effective d'une partie de l'aile. Et on fait quoi? Si on augmente l'incidence d'une aile qui est déjà en décrochage, ben on empire le décrochage. Donc si on tente de récupérer, c'est la meilleure manière de se retrouver sur le dos. Les pilotes savent ça, ils ont ça construit dans leur réflexe. Qu'est-ce qu'ils font? Immédiatement, ils braquent à l'intérieur du virage. Parce que pour s'en sortir avec ces décrochages-là, et le Junkers 52 Drehmotoren avait justement cette propension. C'était connu que quand il décrochait en virage, il avait tendance donc à renforcer le virage et l'aile à l'intérieur tombait plus rapidement. Il faut faire quoi? Continuer dans le pousser sur le manche, continuer dans le virage, et puis faire ceci pour s'en sortir. Ça signifie qu'il faut laisser l'avion tomber, prendre de la vitesse et le récupérer. Le problème, c'est qu'ils étaient à 108 mètres du sol, 108 mètres des rochers. Ils n'avaient aucune marge. Ces gens volaient à tombeau ouvert et ça datait pas de ce jour-là. Ils n'ont pas été piégés. C'était pas genre une erreur innocente faite ce jour-là et puis ils ont été piégés. Non. Ils volaient à tombeau ouvert depuis des années. C'était un miracle que
Il n'y a pas eu de mort avant. Il y a eu beaucoup d'incidents qui n'avaient jamais été reportés d'ailleurs aux autorités. On les découvrira plus tard. Les pilotes font quoi? L'avion est cabré. L'aile gauche a décroché. Le pilote fait quoi? Pousse sur le manche et il continue le virage pour pouvoir s'en sortir. Le problème, c'est que il se retrouve très rapidement en piqué, 84 degrés de piqué. Il se retrouve littéralement en train de tomber comme un stylo. Il aurait eu de l'altitude. Il serait tombé comme ceci, puis il l'aurait récupéré à un moment donné. Le problème, c'est qu'une fois qu'il arrive à ça, le sol est à quelques dizaines de mètres. La vitesse augmente à 200 km/h, et c'est comme ceci qu'il va se planter dans le sol. Il y avait des marcheurs qui étaient dans la montagne. Ils ont vu l'avion, ils étaient un petit peu surpris par son attitude. Il y en a un qui a sorti une caméra, qui a commencé à filmer, et filmera les 0,4 secondes, enfin le dernier demi-seconde de cet avion, qui montre que il est arrivé sur le rocher littéralement perpendiculairement au rocher. 20 morts sur le coup. Les gens arrivent, il n'y a plus personne à sauver, des hélicos commencent à atterrir pour aider les pompiers, la police de montagne arrive, tout le monde, mais bon, c'est trop tard, tout le monde est mort, point final. Il n'y a plus rien à faire. L'avion a été analysé par la suite, très mauvais état, atteint par la corrosion, la duralimine et tout ça avait tendance à se corroder. Dans les mois qui viennent, l'Office fédéral de l'aviation civile cloue au sol les autres appareils de la compagnie, les autres Junker 52. Il les cloue au sol. Ils sont aujourd'hui en restauration sur le site de cette compagnie qui existe toujours. Ils sont en restauration. Ils attendent de les faire revoler un jour, peut-être dans de meilleures conditions, en prenant moins de risques. C'est bien, la leçon a été acquise, mais malheureusement, il n'y avait pas besoin de cette leçon. Il n'y avait pas besoin de réapprendre. Il n'y avait pas besoin de redécouvrir la roue quelque part. Il n'y avait pas besoin de tuer 20 personnes pour réapprendre. Non pas comment voler dans les montagnes, mais que les règles s'appliquent à tout le monde, quelque part. Voilà, mes amis, c'était ce drame qui s'est passé en Suisse le 4 août, samedi 4 août 2018. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et je reviendrai bientôt dans une autre. Merci encore.